Écoutez, bonjour à tous. Je ne dis pas toutes et tous, ça me... Ah, et c'est une faute de français d'ailleurs, en plus, il faudrait dire tous, le masculin l'emporte encore. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va parler de l'incitation, et vous avez commencé d'ailleurs la matinée en disant finalement inciter, c'est convaincre. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit convaincre. Je m'inscris déjà un peu en faux là-dessus, parce que la conviction, c'est vraiment de l'ordre de la démonstration, de la preuve, du rationnel. On a des arguments quand on est convaincu, on est vaincu par les raisons de l'autre. L'incitation me semble être relever beaucoup plus du registre de la persuasion. Quand vous avez dit donner envie, c'est pas la même chose que convaincre. Et pour persuader, il faut être un peu plus subtil sur la forme et ne pas privilégier sans cesse le fond sur la forme. Quand on persuade quelqu'un, on est bon rhétoriquement, on est bon dans sa sophistique, on est bon dans sa forme et on essaye de séduire. Donc pour moi, l'incitation, la persuasion, c'est beaucoup plus du registre de la séduction que de la conviction. C'est très intéressant de voir aujourd'hui que dans notre société, on parle de plus en plus, la preuve ce matin, d'incitation, d'influenceurs, d'influence, de nudge. Vous voyez à quel point cette persuasion devient assez prégnante dans la vie des organisations, mais dans la vie de la société de manière plus globale. Ça s'explique structurellement. C'est que très clairement, il y aurait plusieurs, c'est plurifactoriel bien sûr, mais enfin, je donne une explication et on voit très clairement qu'on ne peut plus imposer aux gens. Il y a eu un effondrement progressif de toutes les grandes autorités qui donnaient un sens aux existences individuelles, qui imposaient. Et on voit, si je fais une histoire des idées très rapide, on voit depuis l'Antiquité que c'était toujours une autorité extérieure, une hétéronomie, une norme extérieure qui déterminait les individus. Du temps de l'Antiquité, c'était le cosmos, c'était trouver sa place dans l'univers. Du temps des grandes religions, je vais très vite, j'ai 15 minutes, c'était d'être aligné avec les commandements divins. Donc on avait un sens, on réussissait sa vie parce qu'on était aligné avec les commandements divins, donc l'autorité était divine. Du temps aristocratique, le chemin individuel était tout tracé. On naissait aristocrate, on avait une vie d'aristocrate, on naissait prolétaire, on avait une vie de prolétaire. Donc vous voyez bien que c'était les conditions sociales, éducatives, familiales qui déterminaient les individus. Au XXe siècle, on ne croit plus à la politique, on le voit tous les jours dans notre actualité. On ne croit plus à aucune forme d'autorité. Ce qui fait que l'individu se retrouve seul face à lui-même, face au vertige du soi toi-même, réussis ta vie, trouve un sens à ton existence, oriente ta vie comme tu l'entends. On se retrouve au XXe siècle dans cette situation-là. Donc pour orienter les gens, avec cette crise de l'autorité, on ne peut plus leur imposer. Il faut influencer, il faut inciter, on ne peut plus contraindre, il faut donner envie. Donc ça s'explique structurellement, cette hégémonie de l'influence, de l'incitation maintenant dans notre contexte. Et je vais parler D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase de Monterland, je ne sais pas si vous les connaissez. Si vous exercez une quelconque influence, feignez de l'ignorer. Parce que, et si on poursuit la phrase, enfin moi je l'entends comme ça, feignez de l'ignorer parce que sinon ça la fait passer pour de l'autorité et aujourd'hui vous seriez totalement ringardisé. Si vous en imposez aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes un chef, c'est parce que vous avez une personnalité, un charisme fort. On le voit dans tous les secteurs de la société. Hein. À l'école, l'autorité du maître s'est effondrée. On peut le regretter. Il y a eu des bienfaits. On peut le regretter maintenant aussi. En politique, c'est pareil. On a eu la phase du président normal. Attendez, parce que je vais dévier là. Il faut que je me reprenne. L'entreprise libérée, bien sûr. Bon, enfin, vous voyez bien que dans tous les secteurs, l'autorité s'effondre. Donc, on influence. Et pour moi, je vais essayer de notifier, enfin d'insister sur 4 ou 5 grands leviers existentiels pour inciter. Comment on incite, comment on influence. La première, évidemment, c'est la ruse. Et je mettrai un peu ce que vous avez évoqué quand ce sont des politiques d'intéressement, d'évaluation de la performance, quand vous l'inscrivez vraiment, quand c'est un critère managérial, comme vous avez dit, c'est de la ruse. C'est-à-dire que la ruse, c'est pas péjoratif comme mot. Ça peut être loyal quand la cause est juste, comme celle-ci. C'est pas la tricherie, c'est pas la tromperie là qui enfreigne les règles. La ruse, elle enfreint pas les règles, elle joue avec les règles, mais elle peut être loyale, mais elle est, c'est vrai, un peu toujours entachée de duplicité. Mais pour moi, l'inscrire dans vous avez parlé de comportement normatif, la normativiser d'une certaine façon, la normer, c'est cette incitation, c'est l'inscrire, c'est ruser en fait pour essayer d'orienter les collaborateurs. Donc c'est un des premiers leviers, bien sûr que pour inciter, on peut ruser, c'est ce que fait le nudge à merveille, voilà, on a des exemples comme ça. Deuxièmement, pour inciter, vous avez beaucoup insisté là-dessus aussi, c'est évidemment la question du sens.
on ne peut pas inciter et orienter dans une direction sans montrer clairement la direction qu'on vise. Et aujourd'hui, une entreprise, c'est très frappant. Je le concède volontiers, il y a 4-5 ans, je me disais, quand on parlait de mécénat de compétences, de raison d'être, de mission, même il y a 6 ou 7 ans, je le regardais avec un peu de scepticisme en me disant, franchement, c'est du marketing éthique, mais c'est pas vraiment le sujet de l'entreprise. Mais c'est une énorme erreur de raisonner comme je raisonnais il y a 6 ans, aujourd'hui encore, parce qu'une entreprise, et vous le savez mieux que moi, une entreprise qui ne concède pas à n'être qu'un moyen au service d'une cause plus grande qu'elle-même, perd aujourd'hui beaucoup de son sens. C'est-à-dire qu'en gros, l'entreprise ne constitue plus autant qu'avant une finalité, une valeur en soi, ce qui était tout à fait vrai. J'ai 43 ans, pour ma génération et les précédentes, l'entreprise, on rentrait chez Servier, la SNCF et toutes vos entreprises, il y avait une fierté d'appartenance immédiate. Maintenant, si toutes les entreprises, ou presque, ont des problèmes d'attractivité, de recrutement et de fidélisation, j'en parle même pas, c'est qu'elles ne constituent plus des finalités en tant que telles. Donc, il faut, pour redonner du sens, et on pourrait avoir le même raisonnement sur le travail, mais j'ai pas le temps, mais c'est exactement le même changement de paradigme. Pour que l'entreprise fasse sens aujourd'hui, il faut qu'elle concède à n'être qu'un moyen au service d'une cause qui l'excède, que ce soit une cause, peu importe, un mécénat de compétences, environnementale, humanitaire, sociétale, peu importe, mais le profit ne suffit plus. Ça ne veut pas dire que je dis qu'il est négligeable, hein, pas du tout, mais le profit ne suffit plus, il faut absolument un projet d'envergure. Donc ça, c'est la question évidemment du sens, mais vous avez remarqué comme moi qu'on peut avoir un sens très clair, une finalité très claire, des ambitions vertueuses, et beaucoup de gens se sentent désengagés, démotivés. Souvent, dans les formations en team building, d'engagement, de motivation, on insiste beaucoup sur le sens, et sauf que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. On peut avoir un sens très clair et se sentir tout à coup démotivé, ça n'est pas suffisant. Et pour moi, la condition pour engager véritablement, pour motiver, pour inciter, qui marche à tous les coups d'une certaine façon. Et vous avez évoqué la période Covid, effectivement, elle a été très éclairante sur cette condition d'engagement. C'est que vous prenez tous les grands exemples d'engagement, à chaque fois, ils présupposent la conscientisation par l'individu d'un risque. Et quand je dis risque, c'est pas un mot péjoratif. En français, il est très connoté péjorativement, mais ça peut être une opportunité ou un intérêt. À chaque fois, vous prenez tous les grands exemples de solidarité, c'est un mot qui est revenu dans vos bouches plusieurs fois, de solidarité, de collectif. À chaque fois, il présuppose la conscientisation d'un intérêt, d'un risque ou la conscientisation d'une menace pour l'individu. Quand est-ce que les ouvriers se montrent le plus solidaires? En général, c'est quand l'usine menace de fermer, qu'ils ont bien conscience pour leur vie du risque, de l'enjeu pour leur vie et leur vie professionnelle. Je prends un autre exemple. Quand est-ce qu'une équipe de sport fait preuve d'une solidarité, d'un esprit d'équipe très fort? C'est en général quand l'équipe a conscience de pouvoir gagner ou perdre un titre ou un match très important. Donc à chaque fois, il y a la conscientisation. Et je disais que la période Covid l'a éclairé, et vous l'avez d'ailleurs illustré, monsieur, quand vous avez dit que beaucoup de médecins, etc., s'engageaient. Vous vous souvenez, lors du premier confinement, on a tous plus ou moins applaudi sur nos balcons le personnel soignant. Il y avait quelque chose de sympathique dans ce geste, mais franchement d'insuffisant et même d'un peu gênant. Moi, j'en avais fait un article dans le Figaro parce que ça fait des années qu'on sait que ce personnel soignant a besoin d'une reconnaissance plus forte et de moyens beaucoup plus conséquents. Mais tout d'un coup, élan de solidarité. Pourquoi? C'est parce qu'on s'est senti touché, donc concerné dans notre sécurité physique personnelle ou dans celle de notre entourage proche, qu'on a ressenti la nécessité d'une action commune. Et j'en veux pour preuve que le risque étant moindre, plus personne n'applaudit le personnel soignant qui a toujours besoin d'une reconnaissance et de moyens aussi conséquents. Donc vous voyez bien que l'engagement, la solidarité suit le mouvement de la conscience et suit cette conscience d'un risque, d'une opportunité ou d'une menace pour l'individu. Je ne crois plus, parce que ça a été un tout petit peu évoqué, je crois beaucoup moins au sacrifice et à l'abnégation de l'individu pour le collectif. C'était valable il y a quelques années encore. Aujourd'hui, quand on parle de valeur de l'entreprise, je suis toujours un peu plus dubitative aujourd'hui parce que je trouve que ça ne mobilise pas comme avant, ou en tout cas aujourd'hui, on n'a plus l'hypocrisie de dire que ça nous mobilise, la culture d'entreprise. On est dans un culte de l'authenticité et si l'individu n'y trouve pas un intérêt pour lui-même, c'est très compliqué de lui demander cet engagement-là.
Ça ne veut pas dire qu'on est des égoïstes, mais ça fonctionne quand même comme ça. La solidarité, ce n'est pas la générosité, ce n'est pas le don gratuit. Il y a toujours un intérêt dans la solidarité. Vous avez évoqué, donc ça c'était le deuxième levier, le sens. Le troisième levier, c'était la conscientisation d'un risque. Le quatrième, je mettrais, et vous l'avez évoqué, vous avez, pour engager, pour motiver, pour inciter, il faut donner envie. Et vous avez même cité Johnny Hallyday, je crois, la donner envie d'avoir envie, non, c'est Johnny Hallyday ça. Et effectivement, c'est un des leviers les plus importants pour moi et qu'on pourrait résumer sous l'appellation du charisme, de l'impact. Quand je disais tout à l'heure en introduction, il y a moins d'autorité, on peut moins contraindre, donc il faut donner envie, il faut séduire. Ça se fait par ce qu'on peut appeler le charisme. Alors si on pouvait juste dire un mot sur ça, parce que je trouve que c'est catastrophique, les formations au charisme, au leadership dans les organisations. Si déjà on pouvait enlever la moitié de ces formations, la plupart du temps débilisantes, sur comment acquérir du charisme et avoir de l'impact vis-à-vis des collaborateurs, et en général ça se réduit à des recettes comportementales, à des recettes de coach qui veulent vous faire rentrer dans une posture managériale, comme si c'était ça le charisme. C'est à mon sens tout l'inverse. J'ai jamais vu quelqu'un qui... Je les ai subies, ces formations débiles. J'ai jamais vu quelqu'un qui ressortait avec un charisme fou après avoir écouté les recettes et les kits comportementaux. Alors pour parler en public, par exemple, il faudrait avoir les jambes bien ancrées, respirer avec le ventre. Plus vous êtes ancré, plus vous montez haut, c'est comme l'arbre. Et tout ce genre de balivernes, c'est inaudible. Et pour moi, c'est l'inverse du charisme. Je m'énerve sur ce sujet, je monte toute seule parce que c'est de la posture, et dès qu'on parle de posture pour un humain, c'est de l'imposture. On réifie, on chosifie l'individu, on veut le faire ressembler à ça, ce qui est l'inverse du charisme. Je préfère l'explication nietzschéenne du charisme. Pourquoi certaines personnes ont plus d'influence, ont plus d'impact que d'autres? C'est sa question. C'est pas parce qu'elles ont suivi ces formations, c'est parce qu'elles ont ce que Nietzsche appelle une volonté de puissance. Une volonté de puissance, c'est pas du tout une volonté de pouvoir. Vous voyez, j'ai dit l'autorité, le pouvoir, c'est presque un peu désuet. Elles ont une volonté de puissance et Nietzsche nous dit on a tous en nous-mêmes cette volonté de puissance. C'est pas inné ou acquis parce que très souvent les gens disent ah bah oui lui il a du charisme, elle n'en a pas, c'est inné, c'est acquis, c'est comme ça. Bah, l'analyse est vite faite, elle n'est pas faite du tout. Non, Nietzsche nous dit c'est une volonté de puissance qu'on a tous en nous-mêmes et ça veut dire quoi cette volonté de puissance? C'est vouloir sa propre volonté, désirer ses désirs et dire ce qu'on a envie de dire. Ça veut dire que c'est la véracité de son comportement qui crée de l'impact, c'est l'authenticité de son être qui crée de l'influence ou de l'incitation, et c'est certainement pas un moule comportemental qui va convaincre ou qui va inciter. Et si ça va très vite là, d'expliquer Nietzsche un petit peu comme ça, mais c'est exactement la chanson de Johnny Hallyday, la volonté de puissance, c'est vouloir sa propre volonté, être dans cette authenticité-là, et c'est donc l'envie d'avoir envie, c'est assumer ses propres envies. Les profs de philo se décomposeraient, mais enfin, c'est pour rendre l'idée plus sensible et plus facilement accessible rapidement. Donc ça, c'est le charisme, et à mon sens, c'est vraiment une histoire d'authenticité, avoir le courage d'être soi-même, c'est ça qui séduit, c'est ça qui incite, et on a souvent, parfois, choisi des métiers, c'est mon cas, mais parmi d'autres, parce qu'on a envie de ressembler, parce que quelqu'un nous a donné envie de lui ressembler, etc. Donc c'est un levier, à mon sens, très important. Et je finirai par un dernier. Donc j'ai parlé de la ruse, j'ai parlé du sens, j'ai parlé de la conscientisation d'un intérêt ou d'un risque pour l'individu, j'ai parlé du charisme. Et je finirai juste avec un élément essentiel qui me semble être la confiance. On ne peut pas embarquer, on ne peut pas engager, on ne peut pas inciter sans une certaine dose de confiance, confiance en soi bien sûr, et puis créer un climat de confiance. Vous êtes féru, j'ai entendu, de l'étymologie du mot, et vous êtes latiniste, donc je ne résiste pas au fait de dire que la confiance, et vous connaissez l'étymologie du mot, en latin ça vient de cum fidere. Cum fidere, ça veut dire avec foi. Quand on est dans la confiance, ça veut dire avec foi. Quand on est dans la confiance, on est donc dans la foi, c'est-à-dire qu'on est dans la croyance. Si je crois en Dieu, si j'ai de la foi en Dieu, c'est que je ne sais pas. C'est l'opposé de la connaissance. Quand on inspire confiance, il y a forcément une incertitude, une inconnue. Si je crois en Dieu, c'est qu'on n'a jamais pu me prouver son existence, on n'a jamais pu me prouver son inexistence, donc il y a une incertitude, il y a une inconnue, et je décide oui ou non de parier sur cette inconnue-là. C'est ça, la confiance, c'est un saut dans l'inconnu, c'est un pari sur l'inconnu.
Donc, c'est l'opposé de la connaissance. Or, la plupart du temps, vous allez voir que les gens assimilent la confiance avec le registre cognitif de la connaissance, alors que c'est exactement la logique inverse. Beaucoup de gens vont vous dire, bah, écoutez, on va être transparent, par exemple. Comme ça, on insufflera de plus en plus de confiance. Bah, c'est exactement la logique inverse. Plus vous êtes transparent, plus vous faites des reportings, plus vous montrez vos façons de faire, moins vous ferez appel à de la confiance, puisqu'il y aura de moins en moins d'inconnus et de moins en moins d'incertitudes. La confiance, elle augmente avec une dose d'incertitude et elle se réduit avec les certitudes. C'est exactement la même chose avec quand quelqu'un vous dit j'attends de voir comment il se comporte et puis je lui accorderai plus ou moins ma confiance. Ça semble logique. Ce ne sera pas de la confiance, c'est de la déduction cognitive. On voit comment l'autre se comporte et puis on en déduit quelque chose, mais on sait comment l'autre s'est comporté. Alors que la confiance, c'est une décision, c'est un pari personnel, c'est une prise de risque d'une certaine façon. Et ça me fait penser, pour opposer, et puis je finirai par là, mais pour opposer la confiance et la connaissance, c'est un peu la même chose qu'avec la phrase, vous savez, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça montre cette opposition. Bien sûr que la confiance exclut le contrôle. Elle est très pratique rhétoriquement, la phrase, mais elle est d'une hypocrisie sans borne, parce que le contrôle, on est dans le registre du cognitif, de la connaissance, de la preuve, et c'est tout à fait légitime de contrôler quand on est dirigeant d'entreprise ou manager ou ce que vous voulez. Il y a des phases de contrôle absolument obligatoires, mais il y a des phases de contrôle, il y a des phases de confiance, mais les deux de manière concomitante, c'est absolument impossible. Je ne peux pas ouvrir les yeux pour contrôler et fermer les yeux, parier sur l'inconnu pour faire confiance. Donc vous voyez, tout ça, ça illustre, et j'arrête là, mais ça illustre l'opposition confiance et connaissance, confiance contrôle, confiance transparence. Et donc il faut accepter l'inconnu, il faut accepter l'incertitude, il faut prendre un risque pour créer ce climat de confiance. Et je finirai, parce que je pense que je suis à la fin de mon truc. Oui, donc voilà, j'ai voulu parler de ces 5 leviers-là. Et il y a une phrase d'Alain qui me semble opportune pour cette thématique-là, et qui nous dit ne décidant jamais, nous dirigeons toujours. Ça veut dire qu'on ne décide pas du coup du sort. On ne sait pas si un variant va nous tomber sur le coin du nez, si la guerre en Ukraine va durer. On ne sait strictement rien et on ne décide pas de grand-chose dans nos existences. Mais on incite toujours, on dirige, on oriente toujours. Pourquoi ? Parce que le sens n'est pas d'emblée inscrit dans une situation. Jamais une situation n'est un déterminisme. C'est nous qui donnons l'orientation qu'on souhaite à la situation qu'on vit. Si là, je pose mon micro et que je quitte la salle sans rien dire, j'aurai autant d'interprétations que de personnes dans la salle. Quelqu'un va se dire, mais elle est complètement folle, elle a un coup de fil, elle est malade. Bon. Donc vous voyez bien que le sens n'est pas d'emblée inscrit dans la situation. Sartre, c'est très existentialiste comme philosophie, mais Sartre prend un exemple fort. Il nous dit, si demain j'ai un accident de voiture, je perds mes jambes, les faits sont irréversibles, mais le sens n'est pas irrémédiable ou irréversible. Des gens à la psy, moi je vais me dire par exemple, ma vie s'arrête, c'est une catastrophe, je n'en sors pas. Des gens à la psychologie inouïe vont faire de leur handicap un défi. On le voit aux Jeux du sport paralympique, etc. Donc vous voyez bien que les faits sont irréversibles, la situation est irréversible, mais l'interprétation, l'orientation, l'incitation qu'on donne, le sens qu'on donne, lui, est variable en fonction de la psychologie qui vit les événements. Donc ça veut dire que l'incitation, l'engagement, le sens qu'on met dans une situation est une question de lucidité déjà sur ce qui se passe, de volonté et surtout de responsabilité humaine. Si on veut faire de l'engagement, du mécénat de compétences une réussite, on en fera une réussite. Si on veut en faire quelque chose de marketing éthique, on en fera quelque chose de marketing, si vous voulez. Mais tout est une question de volonté et de responsabilité, de lucidité et de détermination sur l'orientation et sur l'incitation à suivre. Bon, écoutez, j'ai pas le timing, mais je pense que je suis hors des clous. Bon, merci de m'avoir invité et à bientôt. Merci beaucoup, Julia. Merci.